Attaque à main armée sur la route nationale 44, un taxi brousse a été hier la cible des bandits de grand chemin à Ndjankoubak. Marc Ravalman a interdit de réunion politique le week-end dernier à Antirabé, un nouvel épisode d'un cinéma hautement politique aux yeux des observateurs. Retour en classe pour le troisième et dernier trimestre. Prochaine étape, les examens officiels qui auront lieu sur le territoire dès mi-juin. Et à l'international, fin de suspense, Hillary Clinton de nouveau en campagne pour les primaires démocrates. L'ancienne First Lady et secrétaire d'État qui dispose déjà du soutien de Barack Obama. Voilà pour le sommaire, Back to School, et c'est reparti pour le troisième trimestre de l'année scolaire 2014-2015. Les écoliers, collégiens et lycéens retournent donc en classe. Prochaine étape, les examens officiels à une rentrée difficile après des semaines de congé. La première journée de classe du troisième trimestre, c'est un reportage signé Nadjan Razanson et Yves Chanel. Rentrée de classe très difficile après le congé de Pâques. Les retardataires se comptent en dizaines pour cette première journée. Il faut vous dépêcher, arrêtez de traîner. Dans les salles de classe, les bruits résonnent encore. Les papotages continuent sur les lèvres. Les évasions du congé de Pâques. Une dernière ambiance festive qui sera très vite remplacée par les études. Cahiers de leçons, exercices types et fiches remplaceront désormais les activités de vacances. J'utilise des fiches pour la philosophie et le malagasy car les leçons de ces matières sont trop longues. Pour les autres, les professeurs nous donnent déjà des résumés. Pour d'autres, le troisième trimestre sera pour les cours de soutien, une période de rattrapage et de révision pour les enseignants. Et celui qui a l'expérience de la vie, c'est le philosophe lui-même. Tout le monde y est. Bon, on continue. Les examens blancs se passeront au mois de juin pour les classes de terminale. Des examens qui permettront aux élèves d'évaluer leurs capacités. L'actualité, c'est également cette interdiction de prise de parole et de réunion politique émise à l'encontre de Marc Ravalman en Antirabé samedi dernier. Une interdiction qui rouvre le débat sur la nature de la relation entre le patron du team et le président de la République, et surtout sur le statut de l'exilé, l'ancien exilé d'Afrique du Sud, maintenu en résidence surveillée depuis son retour précipité sur le territoire. Application de l'état de droit au cinéma politique. Quoi qu'il en soit, le débat est donc relancé. Reportage. La guerre serait-elle de nouvelles fois déclarée entre Ravalman et Razan Armampian? Lors de son dernier show politique, le patron du TQ Madagascar se déclarait être au soutien du régime actuel. Il a été autorisé à prendre parole et à s'adresser directement aux journalistes. Une autorisation résultant certainement des accords entre les deux parties. Mais le cas était différent samedi dernier. L'ancien chef de l'État fut interdit de réunion politique alors qu'il disposait d'une autorisation officielle, du moins selon Ravatmang, ministre issu de la mouvance Ravalman au sein du gouvernement Ravelnariv. D'après les informations que nous avons recueillies, il y a eu une interdiction faite par les forces de l'ordre à l'encontre de l'ancien président Marc Ravalman, ce qui n'est pas la faute des forces de l'ordre. Il y a eu un accord entre les deux parties sur son statut. Une autorisation très vite démentie par le bras droit du chef de l'État. D'après Henri Rabarnzak, directeur de cabinet de la présidence de la République,
C'est une décision unilatérale de Marc Ravalomanana. Je ne sais pas où avez-vous eu cette information. L'information donnée lors de cette réunion d'aujourd'hui, c'est que Marc Ravalomanana en personne n'a refusé de prendre la parole à Mbouch et à Antsirabe. Le deal entre les deux présidents restera entre eux. Personne n'est au courant. Ces images montrent pourtant l'intervention des forces de l'ordre samedi dernier pour empêcher l'ancien exilé d'Afrique du Sud de se réunir avec les candidats de son parti à la prochaine communale. L'histoire Ravalomanana et Razon Armampian est devenue une confusion totale pour les citoyens, voire même un cinéma politique sans fin. Pourquoi Marc Ravalomanana peut-il faire des sorties médiatiques? Ne serait-il pas encore en résidence surveillée? Qu'en est-il des condamnations de Marc Ravalomanana? Quel est vraiment le statut de l'ancien chef de l'État? Nous avons essayé de poser la question au ministre de la Justice et je vous propose d'écouter ses explications. L'État a déjà pris une décision en suspendant toutes les poursuites judiciaires et en appliquant une mesure administrative à son encontre dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Une réconciliation nécessite un apaisement afin qu'on puisse avancer vers le développement. Ils ont passé en revue tout au long de la journée les avancées et réalisations du gouvernement Ravelnariv, la préparation des élections communales et municipales, la réconciliation nationale, la mise en résidence surveillée de Marc Ravalomanana, la mise en place des institutions de la République prévues par la Constitution ou encore l'avancement de la mise en œuvre du plan national de développement. Ce sont les membres du groupe international de soutien pour Madagascar, ou GIS Madagascar, qui se sont réunis ce jour à Anoussi. Tovrakut Njavoun était également sur place. Autour de la table, les représentants de la communauté internationale établie sur la Grande Île et les représentants du gouvernement. Au menu, l'évaluation des avancées et des réalisations de l'équipe Ravelnariv. Une équipe toujours à la traîne aux yeux de la communauté internationale. Donc, sont en train de réfléchir et de se préparer. Vous savez, l'organisation d'une table ronde demande du temps et de la préparation. Les partenaires ne peuvent pas venir autour d'une table si déjà les choses ne sont pas prêtes. Et je pense que le gouvernement a raison de prendre son temps. Un avis qui n'est pas du tout celui du régime. Aux yeux de l'équipe gouvernementale, le ciel est déjà bleu, aux couleurs du parti au pouvoir. Un ciel dégagé appuyé par le 11e Fonds européen pour le développement accordé récemment. On peut prendre l'exemple de l'Union européenne qui a déjà annoncé un accord de dons financiers pour Madagascar. Seulement, il faut savoir qu'il y a des procédures à suivre. Par ailleurs, ils attendent l'avancée du PND. Nous sommes aujourd'hui au stade de l'élaboration du plan de mise en œuvre afin de déterminer les besoins financiers de la Grande Île. L'équipe gouvernementale arrivera-t-elle à convaincre la communauté internationale à voir l'évolution des choses? Le régime se trouve aujourd'hui en difficulté. Un nouveau nonce apostolique pour la Grande Île, le pape François vient de nommer Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri nonce apostolique à Madagascar. Ordonné prêtre en 1988, il était jusqu'ici conseiller de nonciature. Il succédera ainsi le Monseigneur Eugène Martin Nugent qui a quitté Madagascar au mois de février. Un mot de fait divers, l'insécurité revient sur la route nationale 44. Hier, un taxi brousse a été la cible des bandits de grand chemin à Anjankoub, qu'une attaque à main armée qui n'a fait heureusement 2 victimes.
Elle veut être la championne des Américains ordinaires. C'est donc dans une vidéo de 2 minutes 20 que Hillary Clinton a confirmé hier soir sa candidature à la primaire démocrate. À 67 ans, l'ancienne première dame, sénatrice, secrétaire d'État se relance donc dans une nouvelle campagne après celle de 2008 où elle avait échoué devant les primaires face à Barack Obama, et à plus d'un an et demi de la présidentielle, elle est en tête des sondages dans le camp démocrate. France 24. Une annonce officielle mise en scène dans ce clip posté sur le site de la candidate Clinton. Quelques secondes avant l'annonce, son directeur de campagne envoyait ce message aux soutiens et donateurs. La machine de guerre est donc lancée. 35 collaborateurs recrutés, 14 millions d'euros déjà levés et un QG de campagne installé à New York. À 67 ans, l'ancienne première dame a déjà une carrière politique accomplie. 2 mandats de sénatrice de l'État de New York, un poste de secrétaire d'État pendant 4 ans. Mais Hillary Clinton garde à l'esprit son objectif, le bureau ovale, encore occupé par le président Obama, dont elle a reçu toute la confiance. Elle a été un soutien formidable lors de l'élection présidentielle. Elle a été une secrétaire d'État exceptionnelle. C'est mon amie. Je crois qu'elle ferait une excellente présidente. Avant même qu'elle ait officialisé sa candidature, le Parti républicain avait déjà préparé la contre-attaque. Démonstration dans ce clip, diffusé pour la première fois vendredi. Nous devons faire mieux que la politique étrangère d'Obama et Clinton. Leur ligne a détérioré les relations avec nos alliés et a renforcé l'animosité de nos ennemis. Leurs politiques gouvernementales ont échoué, notre dette a gonflé et la croissance et la prospérité ne sont pas au rendez-vous. Même si elle apparaît comme le meilleur espoir du Parti démocrate, Hillary Clinton aura aussi face à elle des rivaux dans son propre camp. La course à la Maison-Blanche ne fait que commencer. 3 jours d'élection débutent ce jour au Soudan. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin. Ce sont des élections parlementaires, régionales et surtout présidentielles, mais l'issue du scrutin ne fait pas beaucoup de doute. Le président Omar al-Béchir, au pouvoir depuis 26 ans, n'a aucun adversaire sérieux. C'est la 2e fois que des élections multipartites sont organisées au Soudan, et comme en 2010, l'opposition a décidé de ne pas prendre part à ce scrutin qui est déjà très critiqué par la communauté internationale. On sait également qu'Omar el-Béchir est réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité au Darfour, le Darfour où on attend donc peu de choses sur ce scrutin. Exemple dans le camp de déplacés de Samzan, Kumbakan, toujours avec France 24. Ils sont près de 165 000 Soudanais à vivre dans ce camp de déplacés du Darfour. Beaucoup de femmes et d'enfants contraints de fuir les combats entre l'armée et les rebelles. Sous une chaleur accablante, la vie s'organise. La priorité, c'est la survie. Les élections présidentielles et législatives semblent bien loin de leurs préoccupations. On a été attaqués, nos maisons brûlées, on nous a tout volé. Comment veulent-ils que je participe à ces élections alors que je vis ici, sous ce soleil brûlant ? Pourtant, malgré l'instabilité, le gouvernement soudanais l'assure, le scrutin se tiendra aussi au Darfour. Dans cette région grande comme la France, s'affrontent depuis 12 ans armées régulières et rebelles. Des violences qui ont déjà fait 300 000 morts et déplacé 2,5 millions de personnes. À des milliers de kilomètres de là, à Khartoum, la capitale, le scrutin suscite également peu d'enthousiasme. Ici, on s'attend à une réélection facile du président sortant, Omar el-Béchir, personnage controversé que la Cour pénale internationale accuse de crimes contre l'humanité et de génocide au Darfour. Au pouvoir depuis 26 ans, il n'affrontera pas les grands partis de l'opposition qui boycottent le scrutin. Une élection sur fond d'instabilité, car en plus du Darfour, le Kordofan Sud et le Nil Bleu sont également le théâtre d'affrontements. Dans ces États, les rebelles l'ont promis, ils perturberont le vote. Merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.